Bonjour à tous, bienvenue à ce premier LinkedIn Live que nous proposons sur LinkedIn et sur le canal YouTube. J'espère que vous avez tous le lien et que vous pourrez faire des commentaires soit sur LinkedIn, soit sur YouTube. Et nous prendrons un moment pour répondre à vos questions. Nous allons effectivement parler aujourd'hui de la version 7 du référentiel IFS Food, qui est sorti le 6 octobre dernier, et pour lequel un certain nombre de webinars ont été organisés, de formation et learning par l'IFS pour les consultants IFS et les formateurs IFS Academy. Et donc, j'aurai le plaisir pendant les 30-35 prochaines minutes de vous faire un aperçu des principales modifications du référentiel. Et ensuite, nous regarderons si nous pouvons répondre aux questions que vous pourrez avoir. Si par hasard, il y avait des soucis techniques en termes de commentaires, ne vous inquiétez pas, j'y répondrai sur LinkedIn. Mettez vos questions sur LinkedIn et nous resterons bien sûr en contact. Donc, je vais vous partager maintenant cette présentation sur l'IFS version 7. Alors, c'est vrai que ce numéro 7 a été attendu pendant assez longtemps et l'IFS a beaucoup travaillé à cette nouvelle version pour s'assurer surtout qu'elle était bien comprise par toutes les parties prenantes de l'IFS, car l'IFS est un des référentiels qui travaille le plus avec les parties prenantes que sont les industriels de l'agroalimentaire, les distributeurs bien sûr, mais également les organismes de certification. Il y a eu une dizaine de tests qui ont été faits, d'audit tests, dans plusieurs pays pour remonter un certain nombre d'améliorations nécessaires. Et par ailleurs, il y a eu pour la première fois une consultation publique qui a permis de recueillir près d'1 millier de commentaires qui ont été après retravaillés par les équipes de l'IFS. Quelques mots pour me présenter. Donc, je suis Bruno Séché, je suis vétérinaire de formation. J'ai 27 ans d'expérience en qualité et sécurité sanitaire des aliments. Et après 23 ans au sein des fromageries Bel, différents postes de responsable qualité, et 2 années à l'IFS comme directeur technique, j'ai fondé la société Integralim qui conseille, audite et forme en qualité et sécurité des aliments. Et nous sommes consultants reconnus par l'IFS et également IFS Academy, c'est-à-dire une des 4 organisations en France qui délivrent les formations officielles de l'IFS. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette nouvelle version? Vous avez sûrement entendu parler d'un certain nombre d'éléments. Il y a déjà eu un certain nombre de communications qui ont été faites sur la version 7. Il y a moins d'exigences, les audits non annoncés ont été mentionnés. Il y a un élément important qui est de la notation dont on va parler. Également la problématique de la culture de la sécurité des aliments, la problématique ou le sujet sur la culture de la sécurité des aliments, qui est une des grandes nouveautés. Et un des points bien sûr à retenir, c'est que c'est à partir du 1er juillet 2021 que cette nouvelle version sera obligatoire. Pour les plus courageux d'entre vous, vous pourrez, dès le mois de mars, passer à cette nouvelle version. Quels étaient les objectifs annoncés de la révision? Il y a 4 éléments principaux. Le premier, et on verra que ça a eu beaucoup d'impact sur le référentiel, non négligeable, c'est la volonté de l'IFS d'orienter vraiment le référentiel vers une certification produit-process, c'est-à-dire qui est fondée sur la norme d'accréditation ISO 17065. On verra que ça a des impacts en termes de durée d'audit, en termes même du nom d'audit, puisqu'on ne parle plus d'audit, mais d'évaluation, en termes de durée sur le terrain de l'audit, en termes de correction à apporter en cas de non-conformité. Donc ça a eu vraiment un gros impact sur cette version 7.
Une volonté de l'IFS était qu'il y ait de moins d'exigences documentaires, d'essayer d'écarter au maximum des exigences très bureaucratiques, mais vraiment de définir des exigences qui sont vraiment compréhensibles et plus axées sur des résultats que sur des procédures ou des moyens à mettre en œuvre. Il y a eu un travail d'alignement avec des exigences externes. Il y a un certain nombre d'organisations avec lesquelles l'IFS travaille, notamment la GFSI, ou Global Food Safety Initiative, qui, comme vous le savez sans doute, compare les différents référentiels de sécurité des aliments dans le monde. L'IFS fait partie des 4 référentiels majeurs en la matière, et cette organisation publie des guidelines que les référentiels doivent suivre. Et notamment, il y a eu c'est dans ces guidelines qu'on a trouvé un certain nombre de modifications que l'on va retrouver dans la version 7, en particulier cette notion de food safety culture qui doit être intégrée dans les référentiels. Mais l'IFS est également inspiré ou aligné sur les évolutions prévues du Codex Alimentarius en termes d'HACCP, sur des réglementations américaines ou européennes, notamment sur les allergènes, mais également sur d'autres éléments qui ont aussi une influence sur soit l'HACCP, soit le Food Defense. Et enfin, il y a eu une volonté de simplification, de faire un référentiel qui soit plus facile d'utilisation pour les utilisateurs que certains d'entre vous sont, et de standardisation, notamment au niveau du rapport et des données du rapport. Comme vous le savez, l'IFS travaille beaucoup à donner de la valeur ajoutée aux entreprises qui participent à l'IFS par le biais d'applications gratuites, de monitoring des risques, et à cela s'ajouteront petit à petit tous les éléments qui pourront être extraits des rapports de l'IFS. La structure de l'IFS Food7 a été simplifiée. Il y a maintenant 4 parties principales. La première et la deuxième dont nous parlerons en particulier aujourd'hui. Un certain nombre d'annexes ont été mises à la fin du référentiel, et il a été travaillé sur le glossaire qui reprend la définition des principaux éléments du référentiel, et bien sûr dans lequel on va retrouver la définition des nouveaux éléments comme la food safety culture dont nous reparlerons. Alors, ces changements, quels sont-ils en termes du protocole de certification? On l'a vu, il y a une orientation produit-process, et la première conséquence, c'est que on va avoir l'obligation d'apporter des corrections lorsqu'il y a des non-conformités avant la décision de certification. Pour ceux qui connaissent le BRC, c'est ce que faisait déjà le BRC. Et l'IFS, dans cette volonté d'aller encore plus dans l'orientation produit-process, a pris aussi cette option. Une autre option qui a été prise, c'est que 50% de l'évaluation, car maintenant on dit une évaluation étant quelque chose de plus complet qu'un audit, puisque ça reprend des audits de parties de système et des inspections, en particulier sur le terrain. Et avec aussi des évaluations sur les produits. Eh bien, 50% du temps d'audit doit se faire sur le terrain, l'IFS définissant, donnant des exemples de terrain, c'est-à-dire que ce sont bien sûr les ateliers de production, les laboratoires, les zones de stockage, les zones extérieures, et la vérification d'un certain nombre de bonnes pratiques que vous pouvez mettre en place. Un élément très important qui est directement lié à cette orientation produit-process et cette obligation d'apporter des corrections aux non-conformités, ça a été un travail sur qu'est-ce qui est une non-conformité et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et dans cette analyse-là, la décision qui a été prise, c'est que tout en gardant ce système A, B, C, D qui est cher à l'IFS et qui est une de ses caractéristiques et qui donne lieu au pourcentage d'atteinte de la conformité du référentiel, eh bien, le gros changement, c'est que A et B sont des évaluations conformes, j'y reviendrai, et C et D des évaluations non conformes.
Lorsqu'on a une évaluation A ou B, il n'y a pas de correction à apporter. Par contre, lorsqu'il y a C ou D, il y a des corrections à apporter immédiatement, en tout cas dans les 4 semaines après avoir reçu le rapport, et seulement l'acceptation de ces corrections pourra donner lieu à la certification. Et après, il y aura des actions correctives à mettre en œuvre, celles-ci devant être réalisées avant l'audit suivant. Un autre élément très important lié au protocole de certification, dont vous avez entendu parler, ce sont les évaluations non annoncées qui deviennent obligatoires. Ça, c'est une des exigences qui vient de la GFSI. Et ce caractère obligatoire est une fois tous les 3 ans. Donc ça, c'est quelque chose à déterminer avec votre organisme de certification pour savoir si vous voulez vous lancer en évaluation non annoncée. Sachant que vous avez sans doute, pour la plupart d'entre vous, de l'expérience sur l'évaluation IFS, mais bon, je ne le conseille peut-être pas, sachant qu'il y a cette nouvelle version. Mais voilà, c'est à vous de décider, en accord avec l'organisme de certification, ou en concertation avec l'organisme de certification, si vous souhaitez que la première année soit non annoncée, la deuxième ou la troisième. Un élément qui également change, c'est la durée d'évaluation, qui devient un minimum de 2 jours. Donc il y a une augmentation de durée. Cela pour 2 raisons. La première, c'est lié aux observations qui ont été faites lors des audits. Il y a un certain nombre d'exigences qui avaient été rajoutées par le passé, comme la fraude alimentaire, et maintenant la food safety culture et d'autres éléments terrain. Et donc, voilà, ce minimum de 2 jours est apparu nécessaire. Et de plus, la GFSI également prévoit que les audits ou les évaluations courent pendant au moins 2 jours. Il y a des exceptions possibles, et pour cela, il faudra regarder la doctrine, qui est un élément très important de l'IFS Food, qui n'est pas encore publiée, la doctrine de l'IFS version 7, mais qui définit un certain nombre de règles. Donc il y aura des possibilités de réduire ces 2 jours selon des critères préétablis. Alors, revenons maintenant sur le système de notation qui est effectivement important. Donc, il y a, comme par le passé, ces 4 niveaux de notation, hein, le A, le B, le C et le D, avec une ponctuation qui dépend bien sûr de ces éléments-là. Ce qui est très très important, c'est que le B devient un point d'attention. Et il devient un point donc d'attention qui est toujours conforme. C'est une situation où vous êtes conforme à l'exigence, mais il y a un risque que cette conformité disparaisse peut-être ou dans le futur. L'IFS a donné un certain nombre d'exemples. Ça peut être de réparations, par exemple, qui sont temporaires, ou d'éléments d'éléments sur des murs, par exemple, d'ateliers qui ne sont pas, qui sont en bon état, mais dont on sait que par nature, ils peuvent être amenés à être endommagés par les nettoyages ou par des activités. Donc ça sera un point qui, à mon sens, pourrait être un objet de discussion avec l'auditeur. Mais ce qui est sûr, c'est que le point d'attention est une situation conforme, que l'auditeur, bien sûr, si jamais il choisit cette notation B, il doit le faire par rapport à des faits objectifs, et qu'il ne s'agit pas de points d'amélioration. Il ne s'agit pas de donner des conseils. C'est strictement interdit dans le cadre de cette évaluation. Alors ça a pour conséquence évidemment que C, qui signifie qu'une partie de l'exigence n'est pas mise en place, c'est ce qui correspondait avant au B, et donc on peut penser qu'un certain nombre des notations B que vous aviez, si vous n'avez rien fait pour les lever, eh bien elles deviennent des C. Donc ça peut avoir un impact sur la notation pour votre évaluation future. En termes d'exigence,
donc, comme vous le savez, il y a une réduction du nombre d'exigences. Et c'est la première fois, d'ailleurs, qu'un référentiel de sécurité des aliments propose cela. Alors, qui dit moins d'exigences ne dit pas forcément que le référentiel est moins exigeant. Effectivement, il y a eu 12 nouvelles exigences qui ont été apportées, et je les détaillerai par la suite. Il y a eu un certain nombre d'exigences qui ont été fusionnées, et en particulier des exigences qui étaient plutôt d'ordre documentaire. Lorsque les documents ont été considérés comme importants et devant rester comme exigence, eh bien ceux-ci ont été souvent fusionnés avec des exigences plus fondamentales, on va dire, de résultats. Et il y a eu un certain nombre d'exigences qui ont été supprimées, des exigences, elles, purement documentaires, qui rapportaient des points, on va dire, bonus. On peut en citer une assez classique, qui est le fait d'avoir un représentant IFS. Ça, c'est quelque chose qui vous donnait 20 points. Maintenant, ça ne vous donnera rien, puisque cette exigence a disparu. Il y a eu également toutes les exigences spécifiques sur les OGM qui ont été supprimées, et aussi, à titre d'exemple, un certain nombre d'exigences documentaires sur les enregistrements et sur la food defense qui ont également été supprimées. Les chapitres, eux, n'ont pas changé. Alors, ils ont changé parfois de titre, et il y a des changements à l'intérieur des référentiels, mais on retrouve donc ce qui était la responsabilité de la direction devient gouvernance et engagement, pour donner un peu plus peut-être d'emphase sur le rôle de la direction à montrer son engagement et à vraiment maîtriser tout le système. La planification de la production devient les processus opérationnels, une vision un peu plus large, et le food defense dont le S est remplacé par un C, choix de vocabulaire de l'IFS, à noter cette apparition du terme de plan, qu'on va aussi revoir dans le plan HACCP, et qui veut dire qu'il doit y avoir une vision systématique entre, vous savez, le plan, do, check, act, c'est-à-dire je planifie les choses, je les fais, je vérifie et je m'améliore. Donc il y a cette notion d'amélioration continue qui va être plus forte. Les 10 KO, alors, qu'en est-il? Eh bien, les 10 KO, il y en a toujours 10. Ils sont toujours sur les mêmes sujets. Il y a néanmoins quelques modifications qui peuvent être, pour certaines, importantes. La première modification est la surveillance des CCP. Le KO est plus précis sur les modalités de surveillance, mais moins formaliste. L'exigence d'avoir le nom de la personne responsable a été enlevée du KO et remis sur une exigence à un moindre niveau. Le KO qui a sans doute le plus changé, c'est celui sur la formulation et les recettes, qui était qui était par le passé principalement lié aux formulations et aux recettes, comme son nom l'indique, et pour lequel a été rajouté maintenant toute une partie sur les matériaux d'emballage, l'étiquetage en particulier, ce qui rend la non-applicabilité de ce KO plus complexe, car dès lors qu'il y a un accord avec le client sur la formulation, les recettes, les emballages, l'étiquetage, eh bien, ce critère va s'appliquer. Le KO sur la traçabilité a vu l'ajout de la notion de recyclage, donc c'est un point aussi important. Le KO 9 sur la gestion des incidents, retrait, rappel, demande à ce que la politique d'information des clients et des consommateurs soit clarifiée, soit documentée et présente. Et enfin, concernant nos actions correctives, un petit changement qui n'a pas beaucoup d'impact, puisqu'il y a une simplification de la phrase qui concernait les enregistrements des actions correctives a été supprimée, considérant que finalement tous les enregistrements nécessaires
à l'IFS Food doivent être effectivement faciles d'accès et conservées de manière appropriée. Et cette exigence se retrouve au niveau des exigences sur les enregistrements. Alors, quelles sont ces 12 nouvelles exigences qui vont nous concerner? Concernant la gouvernance, il y a deux nouvelles exigences assez importantes. La première, je dirais, c'est l'obligation d'informer l'organisme de certification dès lors qu'il y a un changement majeur qui impacte la sécurité des aliments ou des informations sur des retraits, rappels ou des non-conformités qui ont été relevés par des autorités. Ça, c'est quelque chose d'important. Il faut savoir que cette obligation existait déjà, qu'elle était par contre dans la partie 1 et que comme par expérience et pour en avoir discuté au cours des formations que j'ai pu donner par le passé, c'est quelque chose qui est peu connu, parce qu'on se focalise souvent sur la partie 2, la checklist des exigences, mais c'était déjà une exigence effectivement du référentiel, mais comme elle n'était pas notée dans le référentiel, elle ne donnait pas lieu à des actions correctives et c'était quelque chose qui restait en souffrance et que les organismes de certification ont remonté. Ça devient maintenant une exigence, une exigence de transparence, donc liée à la direction de l'entreprise, hein, un élément de gouvernance. Et c'est aussi un élément important puisque, comme vous le savez, l'IFS est un des 2 référentiels reconnus par la DGAL en France. Et donc ça, c'est un élément effectivement pour rassurer, qui rassure la DGAL, le fait qu'il y a cette obligation d'information lorsqu'il y a des non-conformités liées aux autorités et que effectivement on en tient compte par rapport à la certification. Un élément qui est aussi une nouvelle exigence, c'est un lien entre la revue de direction qui doit être un outil d'amélioration. Donc ça, c'est écrit clairement que la revue de direction est un outil d'amélioration du système, d'où doivent sortir des améliorations. Alors, ça fait partie ce sont les 2 nouvelles exigences concernant la gouvernance. Il y en a une aussi, bien sûr, majeure, dont on parlera après, qui est celle relative à la food safety culture. Mais ce n'est pas une nouvelle exigence isolée, car ces notions de food safety culture ont été intégrées dans des exigences existantes. C'est pour ça que ça n'apparaît pas ici. Un autre élément de clarification très important, c'est que ça concerne les processus externalisés. Il y a une clarification qui est donnée dans la partie 1 sur quels sont les processus externalisés qui font partie de la certification. Ce sont principalement des processus qui sont partiellement sous-traités. La sous-traitance totale ne fait pas partie, ça c'est bien clarifié, du périmètre de certification. Et donc il y a 3 exigences qui concernent qui vont concerner les contrats que l'on a avec les sous-traitants, qui va concerner les moyens de contrôle, la connaissance des contrôles des sous-traitants sur les produits, et enfin le mode d'évaluation et d'approbation des sous-traitants qui peuvent être faits soit par une certification IFS ou GFSI, soit par des audits faits par l'entreprise, en respectant bien sûr les exigences de sécurité des aliments, d'authenticité, qui sont mentionnées dans le référentiel. Ça, ce sont vraiment une nouveauté, encore une fois, des exigences sur les processus externalisés existaient déjà dans la doctrine, ça faisait partie déjà d'exigences du référentiel, et j'insiste là-dessus parce que la doctrine est aussi un document mal connu. C'est l'outil qu'ont les référentiels, pour ceux qui les utilisent, d'évoluer entre 2 versions, entre 2 changements de version. Et donc, certains éléments se retrouvent d'abord dans les doctrines avant d'être intégrés par la suite dans le référentiel. Mais dès qu'ils sont dans la doctrine, il y a une date d'application. Donc, un petit conseil, regardez bien les doctrines. On peut penser que la doctrine V7 qui sortira dans les prochaines semaines n'aura pas beaucoup de nouvelles choses, bien sûr, puisque l'IFS V7 vient de sortir. Par contre, il y aura des clarifications, comme je disais aussi, sur les durées d'audit, les exceptions. Il y aura un certain nombre de choses qui sont intéressantes.
Alors, il y a un élément, une exigence qui est très particulière, qui concerne les portes et systèmes de fermeture, en disant que lorsqu'il y a des lanières et que celles-ci, enfin qu'elles doivent être en bon état, des lanières de séparation entre deux ateliers. Ça illustre bien quand même l'esprit de la nouvelle version de l'IFS, avec un soin qui est apporté à certaines situations pour pouvoir évaluer un certain nombre de situations qui étaient plus compliquées à évaluer par le passé. Il y a une exigence aussi d'efficacité et de surveillance d'enregistrement des nettoyages. Ça, c'est quelque chose aussi où on axe le référentiel pas simplement sur l'application de procédures documentées, mais vraiment sur est-ce que je vérifie l'efficacité du nettoyage et de la désinfection en l'occurrence. Les 5 dernières nouvelles exigences, l'une concerne les corps étrangers et en particulier, alors ce ne sont pas les corps étrangers qui sont couverts par les exigences sur les KO et les autres exigences, mais je dirais l'absence de situation de contamination par l'environnement indirect ou direct du produit, que ce soit de la poussière, que ce soit des huiles. Donc ça, c'est une exigence de prévenir ces contaminations-là et d'avoir des mesures qui permettent de les contrôler lorsque un certain nombre d'éléments ne peuvent pas être changés. Donc, absence de contamination, je dirais, de matériaux étrangers par l'environnement. Les nuisibles sont un élément aussi, la lutte contre les nuisibles, un élément où il y a eu quelques changements, notamment un en termes de responsabilité qui sont renforcés. La responsabilité de l'entreprise à vraiment maîtriser ces nuisibles aussi en dehors des moments d'action de l'entreprise, et souvent extérieurs qui aident à maîtriser cela. Mais il y a une exigence assez forte sur le fait que l'infrastructure doit permettre d'éviter la contamination par les nuisibles. Et donc ça, c'est quelque chose effectivement qui n'existait pas. Où là, c'est clairement dit que si une infrastructure qui serait non conforme, bien, elle va apparaître dans le rapport. Par rapport à la traçabilité, il y a une exigence nouvelle sur l'enregistrement des tests et le fait qu'il y ait des objectifs de performance de ces tests de traçabilité qui sont donnés. Et il y a même dans une autre exigence qui existait déjà, la durée maximum des tests de traçabilité qui est portée à 4 heures. Enfin, qui est définie pour la première fois et qui est de 4 heures. Concernant la fraude alimentaire, je dirais il y a peu de modifications. C'est juste le fait de rajouter, de définir les responsabilités. Je pense que pour ceux d'entre vous qui sont déjà certifiés IFS, c'est quelque chose que vous avez déjà fait un peu naturellement, mais là c'est mis, on va dire, noir sur blanc dans les exigences. Et enfin, une nouvelle exigence, alors sur le plan de Food Defense qui en perd un certain nombre, mais c'est justement cette partie du A du PDCA ou du plan, qui est le fait que le plan de Food Defense doit être testé en termes d'efficacité et intégré par son intégration dans l'audit interne. Donc ça, c'est aussi la reconnaissance que l'audit interne est vraiment le moyen d'amélioration du référentiel et qu'il concerne toutes les dispositions qui sont dans le référentiel. Alors venons-en au point principal, bien sûr, qui est la food safety culture. La food safety culture, c'est vraiment l'élément nouveau, bien sûr, du référentiel. La définition qui a été choisie par l'IFS est très très proche, enfin celle de la GFSI. Ça correspond aux valeurs, aux convictions, aux référentiels qui sont partagés dans l'entreprise et qui ont un effet sur l'état d'esprit, le comportement de toute la société, donc de toute l'entreprise et de tout le personnel, en matière de sécurité des aliments. L'IFS précise qu'il y a un certain nombre d'éléments du management que la direction utilise, donc ça porte
ça porte le focus sur le fait que c'est bien quelque chose qui dépend de la direction pour véhiculer la culture. Et parmi ces éléments, on retrouve tout ce qui concerne la communication sur les responsabilités et la politique de sécurité des aliments, au travers, bien sûr, de la politique elle-même, mais pas que. Comment est-ce que je communique l'importance de répondre aux exigences de sécurité des aliments, à la fois de façon formelle, mais aussi dans les différents actes que je peux faire. Est-ce que je donne vraiment l'exemple? L'exemplarité du management est quelque chose de très important. Il y a bien sûr des éléments qui sont liés à la formation. Est-ce que je forme de façon systématique les employés, systématique, mais aussi, je dirais, dynamique. C'est-à-dire, est-ce que je fais attention à ce que ces formations soient vraiment impactantes pour les employés. Enfin, il y a aussi la mise en place de modalités de retour d'informations des employés en matière de sécurité des aliments. C'est-à-dire quels moyens ont les employés de signaler des événements, des non-conformités qui soient remontés à la direction. On peut penser, par exemple, si on se rapproche de ce qui est fait en sécurité des personnes, aux presque incidents, des situations comme ça de danger de sécurité des aliments qui pourraient être remontés par les employés. Et il y a un élément de mesure de performance qui est important. Elle peut se faire par la revue de direction, bien sûr, qui est des instances de mesure de performance, comme on l'a vu, et d'amélioration. Mais ça fait partie aussi des questions fortes, c'est-à-dire comment est-ce que je mesure que je m'améliore en termes de culture de la sécurité des aliments. Le choix de l'IFS n'a pas été de faire une exigence particulière, spécifique sur la food safety culture, mais d'intégrer justement cette food safety culture dans deux éléments. La première, dans la politique, donc elle doit faire partie de la politique qualité et sécurité des aliments de l'entreprise. La deuxième, c'est dans la revue de direction, c'est-à-dire qu'elle doit faire partie de la revue de direction, comme je disais, comme étant un des éléments un élément d'amélioration de la food safety culture, la culture de la sécurité des aliments. Alors, attendez un petit moment, voilà. Alors, dans les prochaines semaines, il y a deux éléments importants dont vous devez tenir compte. Le premier, c'est qu'il va y avoir une publication de guide de l'audit ou de l'évaluation à destination des auditeurs, mais qui est public, donc à destination de toutes les personnes tous les acteurs, je dirais, de la certification, donc y compris les industriels. Donc, je vous encourage vivement à veiller à la publication de cette guideline ou de ce guide. Pour ceux qui me suivent sur LinkedIn, bien sûr, je partagerai les informations en temps et en heure. Dès qu'on les aura et dès qu'ils seront sortis. Mais c'est quelque chose de très intéressant, notamment dans l'optique de cette nouvelle version, puisque l'IFS écrira noir sur blanc les modalités d'évaluation d'un certain nombre d'items. Alors, ce ne sont pas des choses qui sont prescriptives ou normatives, mais ce sont des indications. Ce sont des exemples, mais qu'il est bon de connaître. Et comme je vous le mentionnais, il y a aussi donc la doctrine. Donc c'est la doctrine qui va, en l'occurrence, donner un certain nombre de règles pour clarifier, des clarifications pardon, sur les nouvelles règles. Donc ces éléments, dans les dernières informations qu'on a eues pas plus tard qu'hier, devraient venir dans les prochaines semaines. Donc, sachant qu'encore une fois, la doctrine, c'est un document normatif, donc dont vous devez connaître l'existence et vérifier s'il y a des choses qui vous concernent. Le guide d'évaluation est quelque chose de plus, c'est plus un outil, un guide qui va vous aider à la mise en œuvre. Alors, comment se préparer à l'IFS V7 ? Donc, comme on l'a dit, c'est obligatoire à partir de juillet 2021 et il est possible de se faire certifier IFS V7 à partir du mois de mars.
Donc, un des éléments, bien sûr, c'est de prendre un cours IFS version 7 et de préférence faite par l'IFS Academy, par une des organisations qui est reconnue par l'IFS et qui a les différents éléments de formation qui sont travaillés par l'IFS et reprennent donc directement les exigences. Donc là, vous retrouvez un lien sur le site IFS, certification.com, sur l'IFS Academy, et vous pouvez voir les entreprises en France qui sont IFS Academy. Comme je le disais, il est important de prendre en compte la doctrine et le guide d'évaluation. Donc, restez à l'écoute et à la lecture de ces guides. Il est important effectivement de faire une évaluation de l'impact des changements. Moi, ce que je vous recommande, c'est de considérer que vos B deviennent des C, à moins que vous ayez, comme je disais, changé quelque chose. Regardez les items de documentation qui disparaissent, parce que ça, c'était des points aussi bonus que vous perdez. Et vous pouvez comme ça simuler l'impact qu'aura la version 7, bien sûr en considérant que vous avez fait le job, on va dire, sur les nouvelles exigences. Je vous encourage également à prendre contact avec votre organisme de certification, parce que c'est vrai que il faut travailler, c'est un partenaire dans cette certification, et donc c'est important de voir effectivement comment est-ce que quels sont les éléments que lui a eu sur cette version 7. Il y a l'organisation de l'audit non annoncé à prendre en compte. Il y a un certain nombre de choses qu'il faut clarifier avec l'organisation de certification dans l'organisation de la certification V7. Mais notamment, effectivement, prévoir la date de la version 7, les audits non annoncés, et effectivement, et aussi une vision sur l'évaluation nouvelle version. Alors, le point de travail principal, à mon sens, est celui sur la culture de la sécurité sanitaire des aliments. L'IFS, l'option de l'IFS qui est correcte, c'est de dire il y a beaucoup d'éléments déjà qui sont faits en termes de culture de la sécurité sanitaire des aliments, et d'ailleurs, il y a même un KO, quelque part, on peut dire, ce qu'on disait à l'IFS et ce qu'on dit à l'IFS, il y a même un KO qui était sur la responsabilité de la direction et la connaissance des responsabilités des personnes en matière de sécurité des aliments, qui faisait partie de la culture, mais c'était quelque chose qui était quand même très peu évalué. Donc, ce qui est important, c'est de voir quelles sont les actions que je fais en termes de communication, de formation, de retour d'information des employés, et qu'est-ce que je pourrais améliorer. Il faut se poser la question de comment la mesurer. Est-ce que c'est de l'auto-évaluation? Il y a un certain nombre d'outils qui existent pour mesurer la sécurité des aliments, la culture de la sécurité des aliments, pardon. Donc voilà, ce sont des questions à se poser. Et c'est quelque chose pour les responsables de qualité entre vous à discuter avec la direction. Comment ça implique la direction, et au-delà de la direction aussi le management. Est-ce que il est clair pour tout le monde que la sécurité des aliments est la priorité numéro 1 en termes de production d'aliments pour la chaîne alimentaire, enfin pour les humains. Donc voilà, est-ce que c'est quelque chose qui est porté à la fois par la direction et tout le management? Alors bien sûr, se mettre en conformité sur les nouvelles exigences, et enfin se préparer à l'évaluation non annoncée qui demande, alors vous avez plus de temps sur ce point-là, mais qui demande à réfléchir à comment le système peut être présenté, peut tourner sans la présence du responsable qualité. Et d'ailleurs, c'est aussi un élément de diffusion de culture de la sécurité des aliments. Le fait qu'il y a une délégation qui doit être faite. Donc pour l'avoir parlé avec certaines entreprises, même des petites entreprises, ça a été un moyen pour eux de, voilà, un peu mis au pied du mur, mais de dire, voilà, il y a un certain nombre de choses que le responsable de qualité ne doit plus et ne peut plus porter tout seul. Ça doit être porté par l'ensemble de l'équipe de production. Alors maintenant, je vous propose un temps de partage, dans le sens où je vais aller regarder les questions que vous avez pu
mettre sur les différents items. Je n'ai pas beaucoup de questions que je vois. Alors, je ne sais pas si sur LinkedIn, vous avez pu mettre des commentaires ou sur YouTube. On me pose la question sur la grille d'évaluation V7, comme nous l'avions dans la version 6.1. Donc, il y a une grille qui est publiée de différence entre la V6.1 et la 7. Je ne sais pas si c'est à ça que vous faites référence, et qui reprend en fait une grille comparative. Alors, je vais regarder s'il y a d'autres demandes, d'autres questions. Vous pouvez les poster. Vous pouvez les poster sur LinkedIn. Rien venir. Donc, j'imagine que tout est clair pour vous, ce qui me ravit. Sinon, bon, de toute façon, vous pouvez mettre vos commentaires. Je les lirai, j'y répondrai sur LinkedIn. Et de toute façon, nous resterons bien sûr en contact. Donc, je souhaite vous remercier pour votre attention. Nous étions, je crois, presque une centaine. Donc, je vous propose effectivement de rester en contact. Donc, je vous ai mis l'adresse de mon site internet, pour ceux qui ne l'auraient pas, donc le lien de mon profil LinkedIn. Donc, vous pouvez me demander à être en contact, n'hésitez pas. Je vous ai également mis le lien de ma messagerie WhatsApp avec aussi le QR code correspondant. Et si vous souhaitez en savoir plus sur les formations, eh bien, vous pouvez aller sur mon site internet sur la partie formation, mais également vous pouvez organiser une session de questions pour toute question que vous auriez sur les formations IFS Food V7 que nous allons organiser. Nous avons déjà commencé à en faire, mais que nous allons organiser dans les jours et les semaines qui viennent. Donc, je vous propose des dates pour que nous puissions en parler, que on puisse échanger sur les besoins que vous pouvez avoir en formation. Voilà. Donc, écoutez, je vous remercie de votre attention. Restons en contact. Je vous souhaite bon courage pour ceux qui vont se lancer dans cette nouvelle version. Et puis, je vous dis à bientôt. C'était le premier LinkedIn Live que j'ai été amené à réaliser. Je crois que ça s'est plutôt bien passé. Et donc, je vous dis à très bientôt. Je regarde s'il y a d'autres questions. La partie éthique et environnement de la politique, qualité, alors elles ont été supprimées. Elles ont été supprimées parce que effectivement, l'auditeur, en dehors ça c'était typiquement une exigence purement documentaire. C'est-à-dire qu'on regardait, ah oui, il y a une politique, oui, ah c'est éthique, ok, voilà. Mais l'audit, ce n'est pas un audit d'éthique et d'environnemental, donc c'est pour ça qu'il a été choisi de réduire ces parties-là et je dirais de remplacer par la culture de la sécurité des aliments qui est plus importante. Autre question. Très bien, prochaine étape, formation, oui. Do you have to get ready activity? Do you have to get ready activities for the culture? Oui, il y a une question en fait sur la différence avec le BRC. La différence fondamentale avec le BRC, c'est qu'on ne parle pas de plan d'action. La BRC a décidé de se focaliser sur un plan d'action, sur un document. C'est pas le cas de l'IFS. L'IFS se focalise sur
la politique d'un côté et la revue de direction et comment l'entreprise mesure la performance et l'amélioration. Donc ça, c'est merci pour cette question qui est très intéressante. Très bien, bah, écoutez, je vous dis à tous, à très bientôt. Merci, bah, pour vos questions, merci pour votre attention et on se retrouve, pour un prochain LinkedIn Live dans les prochaines semaines. À bientôt à tous. Au revoir.